Salam alaikum. Donc, on se retrouve encore une fois pour continuer nos cours sur le langage algorithmique. Alors, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle catégorie d'instructions. C'est ce qu'on appelle les instructions de contrôle. Alors, c'est quoi les instructions de contrôle? Dans différents problèmes, donc on a besoin de faire des décisions. Ça veut dire que on exécute des actions suivant une certaine condition. C'est ce qu'on avait vu lorsqu'on représentait les algorithmes en utilisant des organigrammes. On utilisait le symbole de losange. Donc, les structures de contrôle, on a plusieurs structures de contrôle. Donc, la première, ou bien le premier groupe de ces structures-là, c'est ce qu'on appelle les structures alternatives, ou bien les structures conditionnelles. Une structure conditionnelle, donc, elle permet d'exécuter, ou bien de ne pas exécuter, une suite, ou bien une série d'actions, d'instructions, suivant une valeur d'une condition. La condition, donc, elle peut avoir deux valeurs possibles, ou bien vrai, ou bien faux. Donc, suivant la valeur de cette condition, on décide est-ce qu'on exécute la série d'actions ou bien on ne l'exécute pas. Alors, pour la structure conditionnelle, donc on a différents types de structures alternatives, structures conditionnelles. La première, c'est ce qu'on appelle la structure alternative réduite. Elle est de la forme si, alors, fin de si. Sa syntaxe, c'est la suivante. Donc, on a les mots-clés qui sont en bleu. Si une condition, alors, bloc action, fin de si. Telle que la condition, c'est une expression booléenne. Donc, on a vu qu'est-ce que c'est que l'expression booléenne. Donc, elle peut avoir une valeur vraie ou bien faux. Et bloc action, donc c'est une suite d'actions qui sont séparées par des points-virgules. Donc, action 1, action 2, ainsi de suite, jusqu'à la dernière action. Donc, le dernier point-virgule n'est pas obligatoire, on peut ne pas le mettre. La sémantique, ça veut dire comment on exécute cette alternative ou bien cette structure. Alors, la première chose à faire, c'est d'évaluer la condition. C'est-à-dire, quelle est la valeur de cette condition. Donc, on va évaluer la condition. Si on trouve que la valeur de la condition, elle est vraie, on exécute ce qu'il y a dans le bloc d'action. Maintenant, si la valeur, elle est fausse, donc on va continuer après le fin de si. Ça veut dire on ne fait rien. L'équivalent, le schéma équivalent de cette alternative est le suivant. Donc, vous avez la séquence d'exécution des actions. On arrive à une certaine condition. Donc, on va évaluer la condition, le si. Si c'est vrai, donc je vais exécuter le bloc d'action et je continue mon programme, je continue mon algorithme. Sinon, c'est-à-dire si la valeur est fausse, on ne fait rien, donc on va directement à l'instruction suivante. Un exemple, par exemple, je vais dire si x est négatif, alors absolu de x reçoit moins x, fin de si. Donc, ça nous permet de trouver la valeur absolue d'un entier. Donc, si le x est négatif, sa valeur absolue, c'est le moins x. Je peux avoir une condition composée, parce qu'on a dit c'est une expression booléenne, la condition c'est une expression booléenne, donc si je dis si A est supérieur à B, et l'opérateur logique est GR, groupe par exemple égal à 2, alors j'exécute un bloc d'action. Donc ça peut être plusieurs actions. A reçoit 1 moins B, point virgule, C reçoit 2 fois GR, plus A, point virgule, B reçoit A plus C, ainsi de suite. Donc je peux avoir un bloc d'action, donc un ensemble d'actions séparées par des points virgules. On a dit que le dernier point virgule n'est pas obligatoire. Je peux le mettre, mais il n'est pas obligatoire. Fin de si. Alors parfois vous trouvez carrément fin si. C'est la même chose, donc on peut accepter les deux. La deuxième alternative, c'est ce qu'on appelle l'alternative complète. Ça veut dire que, on va dire, si la condition est vraie, j'exécute. Et si la condition n'est pas vraie, si elle est fausse, donc tout à l'heure, on disait qu'on va aller directement vers la suite. Ici, il y a un cas particulier, bien un cas spécifique, c'est le sinon. Ça veut dire que si la valeur est fausse, on va
exécuter autre chose. Donc, la syntaxe, c'est la suivante. Donc, si condition, alors bloc action 1, sinon, bloc action 2. Toujours, donc la condition, c'est une expression booléenne qui peut prendre la valeur vraie ou bien la valeur faux. Et le bloc d'action I, donc 1 ou bien 2, c'est la même chose. Donc, c'est une suite d'actions séparées par des points-virgules. Sa sémantique, c'est presque la même chose, sauf que dans ce cas, donc, on va évaluer la condition. Si elle est vraie, on exécute le bloc action 1. Si elle est fausse, si la valeur c'est faux, donc on exécute le bloc action 2. Donc au lieu d'aller à la suite, je vais exécuter un bloc qui correspond à cette condition. Donc le schéma est le suivant. Ça veut dire que vous avez une condition, on l'évalue. Si c'est vrai, j'exécute l'action 1 et je vais à la suite. Si c'est faux, j'exécute le bloc action 2 et je vais à la suite. Donc c'est presque la même chose, sauf que la différence, tout à l'heure, on n'avait pas le bloc action 2. Bien, on va prendre un exemple. Écrire un algorithme qui détermine, puis affiche le maximum entre deux entiers. Donc, pour trouver le maximum entre deux entiers, on est obligé de comparer. Donc je vais comparer les deux valeurs, et puis on va prendre le plus grand. Ça, c'est l'analyse de notre problème. Donc, j'ai besoin en entrée de deux entiers, A et B. Et en sortie, j'aurai un entier qui est le maximum. Donc, je vais comparer A avec B. Comparer, ça veut dire utiliser des opérateurs de relation. Donc, je vais me poser la question. Est-ce que A est supérieur à B? Ou bien, est-ce que A est inférieur à B? Et bien sûr, le maximum, c'est le plus grand des deux. Donc, mon algorithme, je lui donne un nom. J'ai besoin de trois variables. Deux variables en entrée, c'est le A et le B. Et une variable en sortie, c'est le max. Donc, je vais dire j'ai besoin des deux entiers en entrée. Donc, j'affiche le message qui permet de demander les deux entiers. Ensuite, je vais lire les deux valeurs, A et B. Maintenant, je vais dire si A est supérieur à B, alors le maximum c'est A. Parce que A c'est le plus grand. Et maintenant, sinon, je ne vais pas aller à la fin, mais je vais dire sinon, donc c'est le max, le B c'est le maximum. Donc vous voyez là que dans le cas où la condition est vraie, j'ai un traitement à faire. Et dans le cas où elle est fausse, j'ai un traitement à faire. Donc je ne vais pas aller à la fin, mais j'ai les deux cas à traiter suivant la valeur de la condition. Et bien sûr, à la fin, j'affiche le maximum et fin du programme. Alors, pour cette alternative-là, je peux l'écrire d'une autre manière, c'est-à-dire écrire sur la même ligne. Donc, je peux faire si A est supérieur à B, alors max reçoit A. Sinon, max reçoit B. Fin de si. Mais un conseil, je vous conseille de le faire toujours de cette manière-là, donc de faire des tabulations, le si en dessous, sur le fin de si en dessous du si, et le sinon en dessous du alors. Donc, il faut faire ce genre de tabulation. C'est pas obligatoire, mais c'est une bonne habitude d'écrire vos algorithmes ou bien vos programmes. Ça facilite énormément le travail en cas d'erreur. Ça veut dire s'il y a une erreur dans notre solution, si on l'organise de cette manière-là, ça sera plus facile de localiser l'erreur. En plus, il y a des langages tels que le Python qui exigent cette tabulation. Donc, vous devez l'écrire sous cette forme-là. Bon, en algorithmique, c'est pas obligatoire, mais j'ai dit que c'est une bonne habitude, donc il vaut mieux s'habituer à rédiger les solutions des conditions alternatives sous cette forme-là. Donc, le si avec le fin de si, le alors avec le sinon. Bien. Un autre exemple, si je vous demande maintenant de déterminer le maximum entre trois entiers, non pas deux. Bon, c'est presque la même chose. Donc, on va dire que dans ce cas, j'aurai besoin de trois entiers en entrée et non pas deux, et avec un maximum. Toujours, j'ai besoin de savoir quels sont ces entiers-là.
Donc, je demande d'introduire les entiers A, B et C, lire A, B et C. Alors, maintenant, comment je vais déterminer est-ce que A est le max ou bien le C? On va se dire, on va comparer chacun avec les deux autres. Au lieu de comparer A avec B, je dois comparer A avec B et A avec C. Donc, celui qui est plus grand que les deux autres sera le maximum. Bon, une première solution, je vais dire, si A est supérieur à B et A est supérieur à C, donc c'est lui le maximum. C'est bon. On utilise une alternative réduite, simple. Ensuite, je vais dire, si le B qui est supérieur aux deux autres, donc si B est supérieur à A et B est supérieur à C, ça sera lui le maximum. C'est bon. Enfin, si c'est le C qui est supérieur aux deux autres, donc C est supérieur à A et C est supérieur à B, alors le maximum c'est le C. Une fois qu'on termine, j'affiche le maximum. C'est bon. C'est une solution. On va voir, on a fait combien de tests dans cette solution-là? Donc on a fait premier test, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc on a fait 6 tests pour trouver le maximum entre ces 3 entiers. On va se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on peut minimiser le nombre de tests? Attention, lorsqu'on écrit des algorithmes, on essaie toujours de minimiser le nombre d'actions parce que le fait de minimiser le nombre d'actions, ça va accélérer l'exécution de notre solution, de notre programme lorsqu'on va traduire un programme. Bien, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Donc la deuxième solution, donc ça veut dire que oui, on peut faire mieux. Alors on va dire, au lieu d'utiliser des alternatives réduites, je vais utiliser les alternatives complètes. Parce que le fait d'utiliser des alternatives complètes, ça va m'éviter de passer par tous les tests. Donc dans ce cas, je vais dire que j'aurai toujours besoin des 3 entiers. Ensuite, je vais dire si le A est supérieur à B et A est supérieur à C, je vais exécuter le bloc 1, qui va dire que le maximum c'est A. Maintenant, si A n'est pas supérieur à B et C en même temps, ça veut dire que impossible qu'il soit le maximum. Dans ce cas, c'est pas la peine d'aller faire le test avec autre chose. Donc, si le A n'est pas le maximum, donc je vais voir est-ce que c'est le B qui est le maximum. Donc, dans le sinon, je vais me poser la question, est-ce que B c'est le maximum? Pour que B soit le maximum, il faut qu'il soit supérieur aux deux autres. Donc, est-ce que B est supérieur à A et B est supérieur à C? Si c'est oui, donc le maximum serait B. Si c'est non, ça veut dire que A n'est pas maximum, B n'est pas maximum. Donc, sans faire de test, je vais déduire que le C c'est le maximum. Ça veut dire, là, si on va compter le nombre de tests, je vais dire que au départ, j'ai les 2 tests. Si A est supérieur à B, A est supérieur à C, dans ce cas, j'exécute max égale à A. Et j'arrête. Parce que c'est une alternative complète. Si ce n'est pas le alors, si c'est le alors on va à la fin. Vous vous souvenez du schéma qu'on a posé. Donc, ou bien que je vais à droite, ou bien je vais à gauche. Donc, si on est allé à droite, ça y est, on va à la suite, ça veut dire à la fin. Maintenant, si ce n'est pas le cas, donc je vais exécuter le bloc B. Sinon, je vais exécuter le bloc 2. Le bloc 2, c'est tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le bloc 2? Donc, j'ai 2 autres tests. Donc, je vais tester est-ce que B est supérieur à A et est-ce que B est supérieur à C. Si c'est oui, donc je vais exécuter l'action max soit B. Et je vais à la fin. Donc, on a fait 1, 2. Dans le cas où ce n'est pas vérifié, je vais faire le 4, plutôt 3 et 4. Maintenant, si ce n'est pas vrai ici, est-ce qu'on va faire un autre test? Non. On a fait le test ici, ça suffit. Donc, on va aller à max soit C. Ensuite, on affiche. Donc, en tout, je peux faire 2 conditions, 2 tests seulement, évaluer 2 tests et j'arrête. Au maximum, je vais aller jusqu'à 4. Donc, on va faire entre 2 et 4 tests. Donc, on a amélioré. Tout à l'heure, c'était obligatoirement 6 tests. Dans ce cas, je peux m'arrêter à 2 seulement. Comment on est passé de 6 à 2 jusqu'à 4? C'est en changeant la structure alternative.
tout à l'heure, on avait utilisé la structure ou bien l'alternative réduite. Donc, on était obligé de passer par tous les tests. Par contre, là, lorsqu'on utilise l'alternative complète, on va éliminer des cas dès le départ. Ça veut dire qu'en conclusion à cette solution, on doit éviter l'alternative réduite tant que c'est possible. Parfois, on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser l'alternative réduite. Mais si vous avez la possibilité d'utiliser l'alternative complète, ça vous évite des tests inutiles. Donc, il vaut mieux choisir cette possibilité-là. Bien. Donc, on a dit éviter l'alternative réduite tant que c'est possible. OK. Donc, ici, on a utilisé l'alternative complète. Si, alors sinon. Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut minimiser encore ce nombre-là? Bien, oui, on le peut. Donc, on passe à la troisième solution. La troisième solution, c'est d'intervenir au niveau des conditions. Donc, tout à l'heure, c'était des conditions composées. Donc, on a utilisé A supérieur à B et A supérieur à C. Maintenant, on passe à des conditions simples. Donc, je vais dire, si A est supérieur à B, j'ai le choix entre deux choses, entre deux blocs. Donc, ou bien exécuter ce bloc-là, ou bien exécuter ce bloc-ci. Maintenant, si je suis A est supérieur à B, je vais voir, est-ce qu'il est supérieur à C? Si A est supérieur à B, ensuite je trouve que A est supérieur à C, je vais dire que le maximum c'est A. Alors, si A est supérieur à B, mais il n'est pas supérieur à C, donc automatiquement, c'est le C qui est le maximum. Parce que si le CA est supérieur à B, et le A n'est pas supérieur à C, ça veut dire que le C est supérieur à A. Si le C est supérieur à A, donc il est supérieur à B. Et donc on aura le maximum qui est le C. Maintenant, si dès le départ, A n'est pas supérieur à B, donc ici on va éliminer le cas que A est le maximum. Déjà, il n'est pas supérieur à B, donc impossible qu'il soit le maximum. Donc il ne reste à comparer le B et le C. Donc si le B est supérieur à C, le max soit B. Sinon, le max, c'est le C. On pose toujours la question, on a fait combien de tests? Alors, lorsque je pose la question, on a fait combien de tests? Je ne vais pas voir le nombre de tests dans la solution, mais réellement, c'est-à-dire lorsqu'on exécute, quels sont les chemins par lesquels on va passer. Alors, dans ce cas, on a deux blocs, bloc 1 et bloc 2. Donc, lorsque je vais évaluer cette condition-là, c'est la première. Donc, j'ai le choix maintenant entre le bloc 1 et le bloc 2. Si je passe par le bloc 1, je vais faire le deuxième test. Ensuite, il n'y a aucun autre test. Si je passe par le bloc 2, je vais faire encore un seul test. Ça veut dire que le total, c'est 2 tests. Donc, c'est une solution meilleure. La conclusion, c'est quoi? C'est, donc tout à l'heure, on avait dit éviter les alternatives réduites parce qu'elles vous imposent de passer par plusieurs tests. Là, donc, on vous dit éviter les conditions composées, c'est-à-dire utiliser des tests imbriqués, des si à l'intérieur de si. Donc, lorsqu'on utilise des tests imbriqués, ça nous évite d'évaluer des conditions pour rien, ce qui fait qu'on va minimiser le nombre de tests ou bien le nombre d'évaluations des conditions. Bien. Un autre exemple, si je vous demande par exemple d'écrire un algorithme qui affiche le nom du mois en ayant son numéro. On vous donne le numéro du mois, par exemple 6, vous allez dire que c'est juin. Dans le numéro 2, vous allez dire que c'est février. C'est bien. Donc là, on est dans un problème où on a besoin de prendre une décision suivant le numéro du mois. Donc, on va utiliser les alternatives de conditionnel. Si le numéro du mois, c'est tel, 1, 2, 3 jusqu'à 12, je vais répondre. Donc, on doit utiliser des tests, on doit utiliser des alternatives conditionnelles. Utiliser des alternatives conditionnelles, donc on a dit qu'on peut utiliser les réduites ou bien les complètes. Bon, on commence déjà par la solution la plus simple qui est utiliser une condition, la structure réduite. Donc, dans ce cas, c'est simple. J'ai besoin du numéro du mois. Donc, je vais lire le numéro du mois. Ensuite, on a les différents cas possibles. De 1 à 12.
Donc, je vais dire en utilisant les alternatives réduites, si le numéro c'est 1, alors c'est janvier, si 1 égale à 2, alors c'est février, si 1 égale à 3, ainsi de suite. À la fin, je peux utiliser l'alternative complète pour détecter le cas d'erreur. Ça veut dire que si on vous donne un numéro autre que 1 à 12, c'est une erreur. Alors, si je pose la question, on va faire combien de tests? C'est clair. Donc, dans ce cas, je passe par tous les tests. Donc, on va faire 12 tests. 12 tests, si je veux l'améliorer, donc on a dit que on évite les conditions composées et on évite les alternatives réduites. Ici, il n'y a pas de conditions composées. Toutes les conditions, elles sont simples. Donc, j'ai une seule condition. Par contre, j'ai utilisé des alternatives réduites. Donc, si je veux optimiser, donc minimiser le nombre de tests, je passe par les alternatives complètes. Donc, si, alors sinon. Parce que si le mois c'est janvier, c'est pas la peine de tester les deux autres. Si le mois c'est avril, c'est pas la peine de tester le reste. Donc, on doit passer par 1, 2, 3, mais une fois qu'on trouve que c'est avril, c'est pas la peine de tester les autres. Donc, si je passe par l'alternative complète, la solution serait comme suite. Donc, en utilisant des alors, sinon, et avec l'imbrication des tests, je vais avoir cette solution-là. Donc, si n égale à 0, alors écrit janvier. Sinon, je vais tester. Est-ce que c'est 2? Si c'est 2, c'est février, et j'arrête. Sinon, est-ce que c'est 3? Si c'est le 3, c'est mars, et j'arrête, ainsi de suite. C'est bon. Donc là, si par exemple, dès le départ, je trouve que c'est janvier, je ne vais pas continuer ce bloc-là. Donc, je vais directement à la fin, et donc, je m'arrête. Bien évidemment ici, donc j'ai le nombre de tests qui est entre 1 et 12. Ça veut dire qu'au lieu de faire exactement 12 tests, là, suivant les cas, je peux avoir 1, 2, 3, ou bien au maximum, le pire des cas, si le mois c'est décembre, je vais passer par tous les tests. Mais on a quand même fait une réduction. Mais l'inconvénient c'est quoi? C'est que vous voyez là que l'écriture devient un peu aberrante, ça devient un peu compliqué en quelque sorte. Donc c'était la solution précédente, c'était point de vue présentation, elle était meilleure. Ça veut dire que c'était plus simple à écrire. Donc si je reviens à la solution précédente, vous voyez que c'est plus simple à écrire. Mais elle n'est pas optimale. Ça veut dire que vous êtes obligé de passer par les 12 tests pour répondre. Par contre, dans cette solution-là, donc, la solution, elle est meilleure point de vue optimisation, donc on fait entre 1 et 12, mais l'écriture, vous voyez là que elle est plus compliquée en quelque sorte. Donc, il y a trop d'écriture dans cette solution-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire une combinaison entre les deux? Ça veut dire optimiser le nombre et essayer de réduire l'écriture. Eh bien, oui, c'est possible. Donc, la solution, c'est de développer une troisième structure, c'est ce qu'on appelle l'alternative à choix multiple, ou bien ça s'appelle le cas vaut. Parfois, vous trouvez qu'on la nomme selon une condition, faire quelque chose. Alors, cette structure-là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, suivant plusieurs choix proposés, donc on exécute des blocs d'action. Donc, suivant la valeur d'une condition, on exécute un bloc action, mais ça sera plusieurs choix et non pas deux. Alors, suivant la valeur d'une expression, qui joue le rôle de ce qu'on appelle un sélecteur, j'exécute un bloc d'action, donc une suite d'actions. Alors, sa syntaxe, c'est la suivante. Donc, je vais mettre K, expression, vous, et ici, je pose les différents choix que j'ai. Donc, les différentes valeurs possibles. Suivant la valeur, j'exécute un bloc d'action. Donc, si expression vaut val 1, ça veut dire que si expression est égale à val 1, je vais exécuter le bloc 1. Si l'expression est égale à la valeur 2, j'exécute le bloc action 2, et ainsi de suite. À la fin, si ce n'est aucune valeur de 1 à n, ça veut dire que ça sort de ces différents cas, donc j'exécute autre chose, par exemple afficher que c'est une erreur.
ensuite fin K. Vous remarquez là qu'il y a des 2 points après chaque valeur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le sélecteur. Donc c'est lui, c'est sur la base de cette expression-là qu'on va prendre le bloc action à exécuter. Donc là aussi, l'expression, c'est une expression booléenne, mais malheureusement, elle est de type scalaire. Ça veut dire que je ne peux pas prendre n'importe quoi ici. Ça doit être ou bien un entier, ou bien un caractère, bon, ou bien un booléen. Mais les booléens, donc, on va avoir 2 valeurs seulement, donc c'est pas la peine de les utiliser dans le cas de booléen. Parce que dans le cas de booléen, il vaut mieux utiliser des alternatives simples ou bien réduites. Mais si vous utilisez des entiers, donc l'expression peut prendre plusieurs valeurs différentes. La même chose si c'était des caractères, par exemple si c'est A, B, C, ainsi de suite. Les blocs actions, donc ce sont des suites d'actions qui sont séparées par des points-virgules. Et les valeurs I, val 1, val 2 jusqu'à n, sont les différentes valeurs possibles pour cette expression-là. Alors cette structure-là, cette structure alternative, elle est équivalente à une suite d'instructions de si imbriquées de type complète. Ça veut dire que sa syntaxe d'exécution, bien sa sémantique d'exécution, ça revient exactement à des si imbriqués. Une petite remarque là, le sinon bloc autre, n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'il est facultatif. Je peux le mettre comme je peux ne pas le mettre. Ça revient exactement comme si c'était l'alternative réduite et l'alternative complète. Dans l'alternative réduite, on n'a pas de sinon. Dans l'alternative complète, on a le sinon. La même chose ici, dans le cas où, je peux avoir le sinon comme je peux ne pas l'avoir dans l'action. Donc, il n'est pas obligatoire. Si vous avez un cas à traiter dans le sinon, vous le mettez. Sinon, on passe directement à la suite. Alors, son organigramme, donc, c'est le suivant. Vous avez la condition. Si elle est vraie, j'exécute le bloc et j'arrête. Sinon, je vais évaluer la deuxième condition. Si elle est vraie, j'exécute le bloc 2 et j'arrête. Ou bien je vais à la suite. Si c'est pas vrai, je passe à l'évaluation de la troisième condition. Si c'est vrai, j'exécute le 3 et je passe au suivant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier bloc. Donc, vous voyez là que c'est équivalent à des si imbriqués, l'un à l'intérieur de l'autre. Si on voit par exemple la première condition, vous avez le bloc 1 et tout ça, c'est le bloc du sinon. Dans le bloc du sinon, j'ai une autre condition. Donc, c'est l'imbrication des conditions. Alors, si plusieurs valeurs déclenchent le même bloc d'action, on peut les regrouper et ils seront séparés par des virgules. Ça veut dire quoi? Si j'ai par exemple cette structure-là, le cas n vaut, donc suivant les valeurs de n, si n est égal à 1, j'exécute x soit x plus 1. Si n égale à 2, j'exécute x soit x plus 1. Si n égale à 3, j'exécute x soit x plus 1. Donc on remarque qu'on déclenche la même action. Que ce soit pour 1, 2 ou bien 3, c'est exactement la même chose. Donc dans ce cas, on peut réduire encore l'écriture. Donc l'exécution, ça sera exactement la même chose, mais je peux réduire l'écriture en disant que si vous avez la même action, vous pouvez regrouper les valeurs et vous les séparer par des points-virgules. Ça veut dire que je vais avoir ça. 1, ou bien 2, ou bien 3, je vais déclencher x soit x plus 1. Alors, si ces valeurs sont consécutives, c'est-à-dire ils forment un intervalle, on peut les écrire sous forme val1, point, val n. 2 points, bloc action. Par exemple, si vous avez une écriture de cette forme-là, Kn vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, on remarque que les valeurs de n dans ce cas sont consécutives, donc ils peuvent former un intervalle. On va dire que si la valeur de n, elle est comprise entre 1 et 6. Alors l'intervalle 1 à 6 s'écrit sous la forme 1, point, 6. Donc je peux dire Kn vaut 1, point, 6. J'exécute l'action x soit x plus 1. Bien.
Alors, les différentes valeurs possibles ne peuvent être que des constantes. Ça veut dire que les valeurs val de i que je mets là, je ne peux pas mettre des variables. Je dois avoir des constantes. Alors, pour cette remarque-là, malheureusement, ce n'est pas tous les langages qui le permettent. Donc, le C, par exemple, je ne peux pas regrouper les valeurs dans cette structure-là. Donc, je serai obligé de les mettre chacune à part. Ni la transformation en intervalle. Donc, c'est des langages spécifiques qui le permettent. Mais c'est pas grave, donc on aura toujours la solution du caveau. Alors, si on revient à l'exemple précédent, l'affichage des mois en ayant le numéro du mois, si on va utiliser cette nouvelle structure-là, le caveau, donc on aura la solution comme suite. Donc, je vais dire, je demande le numéro du mois. Suivant la valeur du numéro du mois, K de n vaut, donc j'ai les 12 cas possibles. Et vous voyez là que je peux avoir le sinon. Ça veut dire que si le numéro du mois n'est pas compris entre 1 et 12, c'est une erreur. Donc, j'ajoute le cas facultatif du sinon. Alors, dans ce cas, c'est pas la peine de mettre si, alors, sinon, c'est alors, sinon, c'est alors, sinon. Donc, je vais mettre directement, si c'est le 1, écrire janvier. Si c'est le 2, écrire février, ainsi de suite. Et l'exécution, donc, automatiquement, par exemple, si je suis en mois de mars, je ne vais pas tester le reste. Donc, j'arrête au niveau de mars. Ce qui fait que le nombre de tests, il est toujours entre 1 et 2, mais avec une écriture plus simple. Donc, vous voyez là que l'écriture, elle est meilleure que la solution où on avait utilisé l'alternative complète si alors sinon. Et on a gardé l'avantage de cette solution-là, qui est la minimisation du nombre de tests. Un autre exemple, si je vous demande d'écrire un algorithme qui affiche le nom de la saison en ayant le numéro du mois. Donc, le problème est simple. On vous donne le numéro du mois et suivant ce numéro-là, vous dites que c'est telle saison. C'est l'hiver, c'est l'été, c'est l'automne ou bien c'est le printemps. On sait bien quels sont les mois de chaque saison. Donc, là, on est dans un cas où j'ai plusieurs choix. Donc, est-ce que le mois c'est 1, c'est 2 ou bien c'est 12? Dans ce cas, c'est la saison d'hiver. Est-ce que le mois c'est 3 ou bien 4 ou bien 5? Donc, on est au printemps. Est-ce que c'est le 6 ou bien le 7 ou bien le 8? On est en été. Ou bien, est-ce que c'est 9, 10, 11? Dans ce cas, on est en automne. Donc, c'est un cas où j'ai des choix multiples. Je peux le faire en utilisant des si, en utilisant des tests impliqués, mais je peux le faire en utilisant un caveau. C'est plus simple. Ça veut dire que, au lieu de faire des si impliqués, si égale 1, et égale 2, et égale, ou égale 1, ou 2, ou 12, sinon si c'est 3, ou 4, ou 5, ainsi de suite, ça sera très compliqué à écrire. Là, l'écriture, on voit que c'est très simple. Surtout si on a l'avantage d'écrire les valeurs sur la même ligne en les séparant par des virgules. Donc, je vais dire que si le numéro du mois est 1, ou bien 2, ou bien 12, ça sera l'hiver. Si c'est 3, ou bien 4, ou bien 5, ça sera le printemps. Si c'est 7, ou bien 6, ou bien 8, c'est l'été. Si c'est 9, 10, ou bien 11, c'est l'automne. Sinon, c'est un cas d'erreur. Donc, vous voyez là que cette structure-là nous évite les écritures complexes des algorithmes. Donc, ça nous aide énormément dans la réduction, je dirais bien, dans la réduction du texte de la solution. Mais point de vue sémantique, point de vue exécution, c'est exactement la même chose que les si imbriqués. Là, donc, je vois par exemple que dans les trois lignes hebdomadaires, donc on a les valeurs qui sont consécutives, donc ils peuvent former un intervalle. Donc, pour le printemps, été et automne, je peux l'écrire autrement. Donc, je peux utiliser la notion d'intervalle. Donc, je vais dire que Kn vaut, si c'est entre 3 et 5, c'est le printemps. Si c'est entre 6 et 8, c'est l'été. Si c'est entre 9 et 11, c'est l'automne. Bon, pour l'hiver, je ne peux pas le faire parce que 1, 2 et 12 ne forment pas une suite consécutive.
Très bien. Donc, on termine cette structure. La prochaine fois, on va voir d'autres structures.